Merci d'écouter RFI, les 23h30 à Libreville et Lambaréné, minuit et demi à Béni et à Paris. Et la dernière édition d'Afrique Soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. À la une, le Gabon, la présidentielle du 27 août, 2 poids lourds de l'opposition retirent leur candidature et appellent à voter Jean Ping face au président Ali Bongo. La République démocratique du Congo, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est rendu à Béni 3 jours après le massacre qui a fait 51 morts. Un déplacement sous haute sécurité et sur fond de tension, nous dira Sonia Rollet, l'envoyée spéciale d'RFI. Des soldats burundais qui désertent par peur de la répression dans leur pays. Vous entendrez le témoignage exclusif de l'un d'entre eux dans cette édition. En actualité encore, la Guinée, des violences à Conakry, un mort et plusieurs blessés en marge d'un rassemblement contre le régime du président Alpha Condé. Et puis les sports, les Jeux Olympiques de Rio, athlétisme à suivre à 1h en temps universel, les demi-finales du 200 mètres féminin avec la Nigériane Ouag Barré et les Ivoiriennes Aouré et Talou. On en parle dans le journal des sports d'Alexandre Seban dans 20 minutes. Ce pourrait être le tournant dans la campagne présidentielle au Gabon. Les choses se précisent à l'approche du scrutin du 27 août. 2 ténors de l'opposition, Gizouban Dama et Casimir Oyimba, retirent leur candidature. Ils appellent à voter Jean Ping contre Ali Bongo. L'accord de l'opposition a été officialisé lors d'un meeting aujourd'hui à Libreville. L'ancien président de la Commission africaine se dit prêt à affronter le chef de l'État dans les urnes, Jean Ping. Et je suis chef de file parce que, comme ils l'ont dit eux-mêmes, il faut un général. Mais le général ne va pas seul en bataille. Dans une bataille comme celle-là, il n'est pas seul. Il va avec ses coéquipiers. C'est un accord de gouvernement que vous avez signé. C'est quel type d'accord? Je répète à nouveau, vous allez connaître les détails de cet accord. Mais cet accord est un accord qui nous permet d'aller en campagne, qui nous permet d'avisager tout le déroulement avant, pendant et après. Donc c'est un accord complet. Au quartier, on a dit, ça y est, c'est fini, Ping, président du Gabon. Vous le croyez aussi? Quel que soit celui qu'on aurait pris à la tête de cette coalition, il aurait gagné parce que vous le savez bien, Ali ne peut pas gagner. Il ne va gagner qu'avec la fraude. Mais même là, nous l'attendons au tournant. La stratégie, c'est de le battre. C'est de protéger nos urnes. C'est nos résultats, c'est d'avoir des brigades antifraude, c'est d'avoir des scrutateurs incorruptibles, c'est de veiller à tout. Et nous allons l'attendre partout. Nous allons le coincer par tous les moyens. Jean Ping au micro de Yves-Laurent Goma. Une alliance politique qui fait l'effet d'un coup de tonnerre à Libreville. Mais à la présidence gabonaise, on affiche la sérénité. Alain-Claude Billy Midze, le porte-parole du candidat Bongo. C'est une nouvelle qui ne nous étonne pas, venant de la part de vieux politiciens qui ne pensent qu'à leurs petits intérêts. Donc voici des gens qui ne s'accordent pas sur un programme, qui ne s'accordent pas sur un projet politique et qui font des arrangements financiers sur le dos de leurs militants. C'est ce que nous dénonçons depuis le départ. Ce sont des gens qui adorent les privilèges et qui ne veulent pas se battre jusqu'au bout. Ce que vous appelez poids lourd d'opposition gabonaise sont constitués de Casimir Oyimba qui, une seconde fois, vient d'abandonner ses militants. Casimir Oyimba, il faut le rappeler, n'est pas élu. Donc il n'a aucun poids électoral. Il a abandonné en 2009, donc personne ne sait comment il aurait fait. Gizouban Dama, qui est élu d'une petite localité, donc le poids électoral, il est où à ce niveau-là? M. Ping lui-même n'est pas élu. Donc c'est plutôt un poids des responsabilités qu'ils ont eues, mais pour lesquelles ils n'ont rien fait pour le peuple gabonais. Ils viennent seulement de choisir, de confirmer M. Jean Ping qui représente un risque pour le Gabon. Un risque de basculer dans la violence parce que ce monsieur, tout son propos est violent. Un risque également lié aux affaires, parce que ce monsieur lui-même est cité dans plusieurs affaires, y compris son fils. Le porte-parole de la présidence gabonaise, Alain-Claude Billy Bindzé, avec Sébastien Nemeth. En Guinée, des violences ont éclaté lors de la manifestation qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes à Conakry. Un jeune homme a été tué par balle, plusieurs personnes ont été blessées. L'opposition avait appelé à manifester contre le régime du président Alpha Condé. Le cortège a défilé sur une quinzaine de kilomètres vers l'esplanade du stade du 28 septembre pour y tenir un meeting. Kinshasa,
105 FM. Il est 23h passé de 35 minutes à Kinshasa, 3 jours après le massacre de Beni dans l'est de la République démocratique du Congo, qui a fait au moins 51 morts. La délégation du gouvernement est enfin arrivée sur place. C'est tout le Conseil de défense qui a fait le déplacement. Aujourd'hui, Premier ministre en tête, ministres et généraux de la police et de l'armée se sont rendus sur les différents lieux de la tuerie. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et le Conseil de défense ont pu voir les maisons brûlées et entendre également le récit des rescapés. Un déplacement sous haute sécurité. Sonia Rollet est notre envoyée spéciale à Beni. Le Conseil de défense a d'abord pu découvrir le problème d'accessibilité, véhicules bloqués, des pistes envahies par la brousse. Leur guide n'était autre que le maire de la ville. Chacune de ces anecdotes démontrait de l'horreur de la situation. Ici, 5 personnes sont mortes ligotées, coupées à la machette. Là, les corps de 2 femmes ont été retrouvés. On pense qu'elles ont été violées. Dans cette maison brûlée, tous les habitants ont été tués. Il manque 2 enfants. On ne sait toujours pas où ils se trouvent. Et des questions du Premier ministre et du Conseil de défense sur les assaillants, leur mode opératoire, d'éventuelles complicités. Une visite au pas de course, direction ensuite la mairie pour une réunion, faire le point et écouter également d'autres récits de familles de victimes, pendant que la foule commençait à s'amasser devant l'hôtel de ville. Avant de partir, le Premier ministre décide de s'adresser à elle pour présenter ses condoléances au nom du chef de l'État, un discours en swahili. Mais avant qu'il puisse terminer, les habitants se mettent à le huer. On n'a rien à faire de leur compassion, on nous tue tous les jours, expliquait l'un d'eux. Corrompu, scandait la foule. Mamadou également, du nom de ce colonel de l'armée congolaise tué à Beni et adulé par la population du Nord Kivu. Le chef du gouvernement a dit avant de prendre l'avion retour comprendre cette réaction d'émotion, mais estime que ce n'est en rien une remise en cause de l'action du gouvernement. Sonia Rollet, Beni, RFI. Et au cours de ce déplacement, le Premier ministre a évoqué la complexité de lutter contre ce type d'attaque. Il s'exprimait au micro de Sonia Rollet, Augustin Matata Ponyo. Comme vous l'avez vu, chaque maison est disséminée dans un coin, entourée des arbres, de la brousse. Donc nous sommes ici dans une situation où la sécurité ne peut pas être tenue au millimètre près. Il ne s'agit pas d'un acte de banditisme ou un acte de tuerie normal. Il s'agit du terrorisme, madame, même si nous avons la police la plus performante possible. Quand quelqu'un se réveille et il se met sur un sentier qui se trouve dans la forêt, il trouve 2 personnes, 3 personnes, il les coupe la tête, il les brûle, il part. Ça veut dire que rien ne peut être fait pour protéger la population ? Comment vous pouvez dire que rien ne peut être fait ? Parce que le chef de l'État a décidé à ce que le chef du gouvernement puisse venir, non pas à Beni, mais sur le lieu des massacres. Il est accompagné des membres du gouvernement. Nous avons l'armée, nous avons la police qui est ici. Ça veut dire que le chef de l'État prend cette question à cœur, à bras le corps. Mais ceci ne veut pas dire que nous allons arrêter brutalement le terrorisme. Vous savez que le terrorisme, c'est un mode opératoire un peu exceptionnel. Mais le plus important, c'est que au plus haut niveau du pays, le chef de l'État est conscient de la gravité de la chose et de l'urgence de prendre des mesures sur place. Le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo. On reste en RDC où on apprend ce soir que 3 membres de l'organisation catholique Caritas Congo ont été enlevés lors d'une embuscade aujourd'hui dans l'est du pays. Leurs véhicules ont été attaqués à Mizinga. C'est à 125 km au nord-ouest de Goma, selon l'ONG. Au Congo-Brazzaville, les avocats de Jean-Marie Michel Mokoko ont une nouvelle fois plaidé sa remise en liberté provisoire ainsi que l'annulation des perquisitions effectuées à son domicile. Une requête rejetée en première instance. Il s'agit donc d'un appel. La décision de la justice est attendue ce jeudi, le 18 août. En prison depuis le 16 juin, Jean-Marie Michel Mokoko est inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et de détention illégale d'armes de guerre. RFI à Bujumbura, 96.1 FM. Cette info, RFI dans votre journal, des jeunes soldats burundais ont choisi de ne pas rentrer chez eux au terme de leur mission à l'étranger. Ils craignent la répression qui s'abat au Burundi sur les militaires suspectés d'être proches de l'opposition et qui cible en particulier les jeunes officiers Tutsis selon plusieurs rapports d'ONG ainsi que des Nations Unies. RFI a pu joindre l'un d'entre eux, un jeune militaire Tutsi en mission dans la Corne de l'Afrique. Il a décidé de désobéir à ses supérieurs qui lui demandaient de rentrer et aujourd'hui, il se cache avec 3 de ses camarades. Il appelle à l'aide. Vous allez l'entendre, sa voix a été modifiée pour des raisons de sécurité. Toutes ces arrestations arbitraires, ces tortures, exécutions extrajudiciaires sont effectuées conjointement par le service national de renseignement. La milice et une bonne la coulée, ils se sont donné le pouvoir d'arrêter
de mépriser les militaires et burundais, surtout de la minorité Tutsi, les jeunes officiers. Et ils s'en prennent à leur famille, ils les arrêtent, ils les insultent, ils les torturent et même les tuent. Mais aussi des collègues nous faisaient peur très récemment et ils faisaient circuler des messages sur nous, des menaces directes. Alors pour toutes ces raisons mentionnées si haut, nous avons eu peur vraiment de rentrer, moi et mes camarades, et nous avons eu peur d'être arrêtés, torturés ou tués, comme ce fut le cas d'un militaire arrêté juste à l'aéroport de Bujumbura au retour de sa mission en Centrafrique il y a quelques jours. Voyant ces menaces, nous avons pris la décision de nous mettre à l'abri pour pouvoir enfin trouver quelqu'un qui nous sort de là. Un témoignage recueilli par Carole Valade. Et puis selon nos informations, au moins 2 autres soldats burundais en mission à l'étranger se trouvent dans le même cas. Ils sont donc au moins 6 et pourraient même être plus nombreux selon des sources concordantes. Le porte-parole de l'armée burundaise, Gaspard Baratuza, affirme lui être au courant de certains de ces cas, mais il dit ne pas comprendre la motivation des militaires. S'ils ont été manipulés et font maintenant de la politique, alors je m'en lave les mains. Fin de citation. Les forces fidèles au gouvernement d'Union nationale en Libye qui combattent les djihadistes à Sirte ont repris aujourd'hui 2 nouveaux quartiers aux mains de l'organisation État islamique. Depuis juin dernier, ces troupes gouvernementales sont entrées dans la ville pour en chasser les djihadistes. On fait le point avec Ouda Ibrahim. C'est une affaire de 2 ou 3 jours maintenant, annonce avec certitude Adel Mabrouk, porte-parole de l'opération de Sirte, joint au téléphone par RFI. Très vite après avoir pris le quartier numéro 2, les forces du gouvernement de Tripoli, composées de miliciens de l'Ouest, sont entrées dans le quartier numéro 1 de la ville. Seul le quartier numéro 3 demeure aux mains des djihadistes. Adel Mabrouk fait état de 5 voitures piégées que les djihadistes ont essayé de faire exploser. Ils n'ont réussi qu'à faire exploser une de ces voitures. Nous nous sommes occupés des autres, nous indique-t-il. Ces forces de Tripoli ont été aidées par les bombardements aériens des États-Unis depuis le 1er août, ce qui leur a permis d'avancer dans la ville avec moins de pertes humaines. Les choses sont allées vite dans Sirte depuis l'avancée de mercredi dernier. Ce jour-là, le quartier général de Lehi est tombé. Ils avaient fait du centre de conférence nommé Ouagadougou leur lieu symbolique dans Sirte depuis juin 2015. Les tout derniers combats ont fait 15 morts et plus de 70 blessés dans les rangs des assaillants. Par ailleurs, le centre médiatique de l'opération de Sirte a diffusé des photos représentant de corps sans vie des membres de l'EI dans le quartier repris. L'Afrique du Sud commémorait aujourd'hui le massacre de Marikana il y a 4 ans. La police sud-africaine ouvrait le feu sur plusieurs centaines de mineurs en grève dans un site de platine, tuant 34 d'entre eux. La fusillade avait alors provoqué une vive émotion et aujourd'hui c'est l'amertume qui prévaut car les familles des victimes n'ont toujours pas perçu de compensation. Alexandra Bonjon. 1 minute de silence cet après-midi à Marikana. Plusieurs centaines de personnes, mineurs mais également militants et hommes politiques, se sont rassemblés sur le lieu du massacre. Dans la communauté, c'est la colère et la déception. 4 ans après, peu de choses ont changé. Pauvreté, salaire bas, logement insalubre. Pour le leader du parti de gauche radicale, Julius Malema, le gouvernement de l'ANC n'a pas tenu ses promesses. Nous allons nous débarrasser de cet éléphant qui est l'ANC petit à petit. Et nous allons nous assurer que les gens d'ici obtiennent des logements, de l'eau courante et de l'électricité. Les mineurs et leurs familles sont déçus. Le gouvernement n'a toujours pas versé les compensations pourtant promises pour les mineurs blessés et décédés. Et surtout, il n'y a eu ni justice ni excuse. Moussi Maïmane, leader du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Tant que le président Jacob Zuma ne sera pas venu ici s'excuser, on ne pourra pas parler de liberté en Afrique du Sud. À ce jour, aucun membre des forces de l'ordre n'a été inculpé pour ce massacre. Seule la commissaire de police de l'époque a été relevée de ses fonctions. En tout cas, cet après-midi, aucun membre du gouvernement ni de l'ANC n'était présent aux commémorations. Alexandra Bonjon, Johannesburg, RFI. Vous écoutez RFI, les 22h passées de 44 minutes en temps universel. Afrique
Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. Merci d'être fidèle à Afrique Soir. Restez avec nous à suivre au cours du prochain quart d'heure les sports. Et bien sûr, nous parlerons des Jeux Olympiques de Rio et de la contre-performance de l'athlète ivoirienne dans le 200 mètres qui quitte les Jeux éliminés dans les séries. Alexandre Seban nous rejoindra. Nous irons également retrouver nos envoyés spéciaux au Brésil. À suivre, je vous le disais, les demi-finales du 200 mètres féminin avec la Nigériane Oukagbar et les Ivoiriennes Aouré et Talou. Enfin, le zapping d'appel sur l'actualité avec Marie Casadebé et vos réactions sur le massacre de Béni dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, notre invité. Et nous parlons ce soir du rapport de l'organisation Enough Project baptisé Le Manège de Bangui. Il décrit la manière dont, depuis l'indépendance, une toute petite élite s'est arrangée pour garder la mainmise sur le pouvoir en Centrafrique et sur les ressources naturelles du pays. Une élite qui est parvenue à se recycler de régime en régime, souvent au prix de violence. Comment marche ce manège de Bangui? Qui en sont les principales figures? Pour en parler, notre invitée ce soir est Natalia Ducamp, chercheuse pour l'organisation Enough Project sur la Centrafrique. Bonjour Natalia Ducamp. Bonjour. L'Enough Project publie un rapport pour dénoncer ce qu'il appelle le manège de Bangui. C'est quoi le manège de Bangui ? Le manège de Bangui décrit un système de compétition pour l'accès au pouvoir et le contrôle du pouvoir des élites en place, et également une mainmise sur les ressources économiques du pays. Une compétition et un manque de renouvellement. Tout à fait. Donc en fait, on constate que les mêmes individus se succèdent de régime en régime et de poste en poste, tout en perpétuant un système de mauvaise gouvernance dans lequel les individus se transforment en hommes d'affaires et sont soucieux de gonfler leurs comptes privés plutôt que de sortir le pays dans la pauvreté. Finalement, ces différents régimes, souvent arrivés par la force, manquent de légitimité. Et donc, les présidents en pouvoir cherchent à protéger leur régime à travers, par exemple, des systèmes de récompense. Les postes sont attribués à des individus parce qu'ils ont soutenu les régimes en place. Par exemple, en 2013, Moussa Mohamed Dafan, le numéro 3 de la Séléka, qui a soutenu les Séléka pour prendre le pouvoir en mars 2013, s'est vu confier le poste de ministre des Forêts comme récompense, puisqu'on sait que le secteur est la première source du devise du pays et donc une source potentielle d'enrichissement personnel. Un deuxième mécanisme, c'est par exemple une gestion ethno-familiale des affaires de l'État. Les postes clés, tels que par exemple la défense, les finances, les mines, sont confiés à des membres de la famille du président en vue de mieux contrôler le pouvoir. C'est comme ça, par exemple, que Francis Bozizé tenait le poste de ministre de la Défense, mais la liste serait longue de membres de la famille de Bozizé dans des postes stratégiques. Et donc, de quelle manière est-ce que ce système alimente les crises à répétition dans le pays ? Peut-être je peux prendre l'exemple de Bozizé et de Djotodia, qui en 2015 ont créé une alliance opportuniste dans l'idée de récupérer le pouvoir. Donc, en alimentant les instabilités dans le pays, ils espéraient obtenir une troisième transition dans laquelle ils pourraient s'assurer une place au niveau du pouvoir central. Alors Catherine Samba-Panza, la présidente de la transition, elle n'est pas arrivée au pouvoir par la force, mais est-ce qu'elle n'a pas à sa manière également perpétué ce système ? Elle n'est pas arrivée par la force, mais le régime manquait cruellement de légitimité. Elle a également nommé comme deuxième Premier ministre l'ancien directeur de cabinet de Djotodia, Kamoun. Et elle a aussi nommé sa fille, Christelle Sapo, au poste de directrice de cabinet à la présidence. Ceux-ci sont deux exemples, mais qui révèlent un système en place. Et Faustin Archange Touadéra, l'actuel président, est lui-même issu de ce manège. Il a été Premier ministre de François Bozizé. Récemment, lui aussi a nommé beaucoup de proches de son ancien mentor à des postes clés. Tout à fait. Il est vraiment très tôt pour juger véritablement de 3 mois ou 4 mois de régime, mais il est extrêmement urgent que des mesures soient mises en place pour rompre avec ce système, effectivement. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour briser ce cercle vicieux ? La première des choses, c'est lutter contre l'impunité, parce qu'on est vraiment dans un système de crime organisé. Et ce depuis des décennies maintenant. Ce serait de mettre en place des institutions solides de lutte contre la corruption avec un mandat de transparence.
Le deuxième élément serait de booster la Cour de justice spéciale qui est déjà créée mais qui malheureusement n'a pas démarré ses enquêtes. Il est important ici d'inclure non seulement les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, c'est déjà le cas, mais les crimes économiques également. Parce que l'économie est au cœur de la manière dont fonctionne ce système. Tout à fait. L'opportunisme économique est l'un des moteurs de ces crises et de la pauvreté finalement dans lequel le pays est plongé. Natalia Ducamp, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc c'était Natalia Ducamp, chercheuse pour l'organisation Enough Project. Elle répondait aux questions de Florence Maurice. Tout de suite, les sports. Le journal des Jeux. Et le journal des Jeux est présenté par Alexandre Seban. Rebonsoir Alexandre. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Et on file à Rio pour ces Jeux Olympiques. En attendant, les filles pour les demi-finales du 200 mètres cette nuit à 1h, temps universel avec les Ivoiriennes Talou et Aouré et la Nigériane Okakbaré. Les garçons se sont élancés en série cet après-midi sur cette même distance, le 200 mètres. Usain Bolt s'est qualifié sereinement pour les demi-finales, tout comme Justin Gatlin l'Américain ou encore le Nigérian Odudourou. En revanche, ce n'est pas passé pour le Togolais Dabla, le Béninois Kiki ou encore le Gambien Djamé. Ce n'est pas passé non plus et c'est une surprise pour Wilfried Kofi, l'Ivoirien champion d'Afrique en titre, a pourtant établi son meilleur temps de la saison en 20,48, mais ça n'a pas suffi. Une journée cruelle pour Kofi. J'ai pas triché, j'ai donné tout ce que j'avais dans le ventre, sauf que ça n'a pas marché. Pour toute une saison, pour ça et ne même pas faire les demi, ça fait vraiment mal, mais on ne peut que garder le sourire pour l'avenir. Qui sait quoi demain nous réserve, donc on reste toujours confiant. Voilà. C'est cruel les Jeux, hein. On travaille tellement dur pour y être. On travaille tellement dur pour y être, c'est vraiment le haut niveau. Ça n'a vraiment pas été facile pour moi. C'était une longue saison. C'est vrai que ça n'a vraiment pas été pour moi comme je l'avais espéré et tout. Mais bon, on garde toujours la tête haute pour avancer. Wilfried Kofi, l'Ivoirien, en micro d'Olivier Pron. Il y avait les séries du 100 mètres haies aujourd'hui aussi chez les dames. Une seule représentante du continent sera présente en demi-finale, la Nigériane Oluwatu Biloba Amusan, grâce à un temps de 12 secondes 99 centièmes. Enfin, 6 Africaines se sont hissées en finale du 5000 mètres, 3 Éthiopiennes et 3 Kenyanes. Et sur 1500 mètres, qualification entre autres du Kenyan Asbel Kiprop, champion olympique en 2008, qualifié pour les demi-finales. Et on passe aux autres disciplines olympiques, Alexandre, avec cette énorme déception aux 10 km en eau libre. Il avait tellement envie de dédier une nouvelle médaille d'or à la jeunesse de son pays, la Tunisie. Oussama Melouli, champion olympique à Pékin en 2008 sur 1500 mètres eau libre, champion olympique en titre sur le 10 km, n'a pas réussi son pari de doubler la mise à Rio. Le Tunisien a pourtant tout donné, mais s'est incliné loin derrière le vainqueur du jour, le Néerlandais Wirtman. Le Grec Gianniotis finit deuxième et le Français Olivier termine sur le podium également, troisième, médaille de bronze pour le Français. Melouli termine donc à une modeste 12e place aujourd'hui et pourtant il a tout donné. J'aurais souhaité avoir encore une médaille à dédiée à la Tunisie, à la jeunesse tunisienne, donc c'était pas aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que je sens que j'ai donné 100%, j'ai tout donné dans cette course. Donc félicitations aux vainqueurs et c'est ça la loi du sport, on gagne, on perd et la vie continue. Ouais, mais quand on s'est préparé depuis une Olympiade pour essayer de conserver son titre, c'est dur quand même. Ouais, c'est très dur. C'est très dur, c'est difficile à digérer. Je suis pas le premier à passer par là, mais c'est vrai que c'est cliché, mais c'est très dur. Oussama Melouli au micro d'Éric Chorin. Et on revient sur terre, on se dirige vers la lutte où là encore les athlètes africains n'ont pas brillé. En moins de 66 kilos, l'Algérien Benaïssa a été battu par l'Azéri Tchounaïef en quart de finale. Sortie encore plus précoce pour son compatriote Haloui, sorti en 16e de finale par le Bulgare Gouri en moins de 98 kilos. Pas beaucoup mieux pour l'Égyptien Abdelwahab dans cette même catégorie des moins de 98 kilos avec une élimination en 8e par le Roumain Alec Chou. C'était le journal des Jeux Olympiques présenté par Alexandre Seban. Merci Alexandre, merci à vous de nous écouter. Restez à l'écoute, dans quelques instants, le zapping. Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Ce matin, vous réagissiez à ce nouveau massacre à Beni dans l'est de la RDC. Plusieurs dizaines de morts attribués à la rébellion ougandaise des ADF. Le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours. Un drame qui soulève colère et questions. C'est un sentiment de colère. Je suis furieux contre les autorités de ce pays. C'est incapable, irresponsable de protéger les Congolais. Comment est-ce que nous sommes dans l'impossibilité de sécuriser les Congolais qui sont tués comme des mouches à l'est du pays? Nous en avons marre. La MONUSCO est la plus grande mission des Nations Unies qui n'ait jamais été déployée dans un pays. Et comme vous avez entendu à plusieurs reprises, des personnes ont surnommé la MONUSCO de plusieurs noms répondant à leur inactivité. Il est grand temps de laisser les Congolais se prendre en charge normalement parce que c'est une distraction. Capaciter notre armée n'est pas une chose difficile. On dépense beaucoup d'argent pour la MONUSCO et ce sont des Congolais qui vont payer. Je n'étais pas étonné tout simplement parce que je commence à présager comme un semblant de complicité avec les autorités de mon pays parce que je ne peux pas comprendre que à chaque fois, alors que nous sommes censés maîtriser, contrôler et surveiller nos frontières, à chaque fois des gens puissent entrer, faire ce qu'ils veulent et sortir librement. Comment ne pas, Marie, croire à la théorie du complot alors que quand il y a une attaque terroriste ici, en Belgique, en France, il y a une enquête criminelle qui est diligentée. L'enquête criminelle permet de désigner les responsables des attaques terroristes. Et comment ça se fait qu'au Congo, depuis 2012, que cette population de Beni est en train d'être génocidée? Ça fait 4 ans que ces massacres sont commis. Il n'y a jamais eu une enquête sérieuse, neutre, si pas internationale, diligentée. Il n'y a jamais eu une enquête. Demain, nous lancerons le débat sur la restitution des œuvres d'art africaines par la France après la demande des autorités béninoises. Paris doit-elle accepter? Les pays concernés ont-ils les moyens de conserver leurs trésors? On attend vos réactions. Autour de la question. Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité. Demain. Que peut l'histoire, à l'occasion de son entrée au Collège de France, rencontre avec l'historien Patrick Boucheron, initiateur d'une histoire monde pour éclairer notre présent et notre rapport au pouvoir. Autour de la question. Caroline Lachowski. Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU. RFI. Et c'est la fin d'Afrique sur une émission réalisée par Vivian Lecuivre et préparée par Nicolas Sûr et Guillaume Bédran. On se quitte en musique avec Ain't No Sunshine de Rasandi. Bonne soirée. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too alone. Anytime she goes away, wondering this time where she's gone, wondering if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Only darkness every day.
Ain't No Sunshine du grand artiste jamaïcain Horace Sandy pour refermer cette émission. Merci à vous d'être fidèles à Afrique Soir. L'info revient dans une trentaine de secondes sur la radio du Monde avec le journal d'Edmond Sadaka. Bonsoir à tous. Jusqu'au 21 août, vivez les Jeux Olympiques de Rio sur RFI. Suivez avec nos envoyés spéciaux les journaux des JO, nos reportages, nos éditions spéciales, des interviews, des analyses et les cartes postales des Jeux. La radio du Monde se met à l'heure de Rio pour vous faire vivre la quinzaine olympique. Jusqu'au 21 août, RFI est la radio des Jeux.